Les débats comme tous les jours entre 10h, 11h moins le quart et midi avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et Bonjour. vous êtes fondateur du site de l'association Ensemble contre la peine de mort. Merci de le rappeler à chaque fois, Valérie. Oui, non, mais c'est d'autant que ça revient un petit peu dans l'actualité avec Éric Zemmour. Naïma M. Fadel, bonjour. Vous êtes essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Vous avez publié « Et tout ça devrait faire d'excellents Français » qui est paru aux éditions du Seuil. C'est un livre que vous avez co-signé avec Olivier Roy et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. On va revenir donc sur cette information qu'on apprenait ce matin. La France durcit le ton en matière d'immigration, en tout cas de visas accordés à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Alors, mesure qui répond à une impossibilité pour la France de renvoyer des délinquants ou des gens qui devraient être expulsés vers ces pays. En même temps, c'est une mesure qui tombe assez opportunément dans le débat politique. On va parler de ce qui se passe à Marseille avec des éboueurs qui ne travaillent pas suffisamment. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils travaillent 35 heures? Pénurie de main-d'œuvre en France, on en a un petit peu parlé hier. Et puis, où est passée Marine Le Pen? Autant de sujets qui nous intéressent aujourd'hui. On verra si on a le temps de tous les traiter. Commençons avec vous, Jean-Luc. C'est un coup de cœur et ça fait du bien. De temps en temps, oui. J'essaie d'en trouver parce que c'est pas toujours facile dans ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est bon, ça a déjà été fait, hein, mais je le refais. La victoire une seconde fois au championnat du monde de cyclisme de Julien Alaphilippe. C'est vraiment, c'est un des exploits sportifs de haut niveau. Il y en a eu d'autres en France, hein, des femmes et des hommes, mais là, celui-là est quand même absolument exceptionnel. Et puis surtout, ce garçon produit une empathie, produit de l'enthousiasme, de l'enthousiasme absolument total. Alors c'est vrai que j'adore le vélo, j'en parle souvent sur Sud Radio, mais vraiment, quelle surprise, personne ne pouvait s'y attendre. Enfin, 2 fois d'affilée sur des courses difficiles, 280 km, tous les champions étaient là. Enfin, les autres concurrents, c'est pas des brels, hein, c'est des bons, hein, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Hollandais. Enfin, je vais pas tous les citer. Donc soyons fiers, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire avec ce champion, effectivement, qui rassemble quand même beaucoup de gens. Vous êtes Nicolas Oui, j'espère qu'il sera félicité par Emmanuel Macron, que celui-ci ne lui reprochera pas de ne pas avoir 3 titres d'affilée, mais effectivement, c'est une très belle victoire et c'est un très beau coureur français. Il devrait même le recevoir à l'Élysée parce qu'il est très friand de rencontres culinaires et gastronomiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. En plus, c'était dans le temple du cyclisme, c'est-à-dire en Belgique, où véritablement il y avait tout le peuple belge qui était derrière les concurrents belges. Et vraiment, je suis tout à fait d'accord, c'est un super coup de cœur. Et je trouve que c'était un élément très important. On a notre nouveau Bernard Hinault. Avec Alaphilippe. J'ai fait une blague sur Twitter, hein, je vous la donne. Allez-y. Réflexion du président de la République. Pourquoi les Français sont pas arrivés 2e et 3e? C'est moqueur, voilà. Bon, vous avez suivi, vous aussi, ou moins, un petit peu moins. Non, moins. Bon, on n'est pas obligé. Hein. Non, mais c'est bien, vous avez raison. Michel, vous, c'est un coup de cœur sportif aussi. Absolument. Enfin, non, pas sportif. C'est un coup de cœur sur un sujet extrêmement important. En fait, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, on se demande toujours qui sont les propriétaires des clubs. Et en fait, c'est quand même un sacré personnage. Il vient de lancer hier à New York un projet extraordinaire qui s'appelle le projet Liberty, qui est un open source, un protocole open source. En fait, c'est un concurrent de Google, de Facebook et des grands GAFAM. C'est-à-dire de proposer un Internet gratuit, décentralisé et open source, où on ne nous pique pas toujours derrière l'écran toutes les données que nous diffusions sur Internet. Et ce monsieur, donc le propriétaire de l'Olympique de Marseille, a décidé
de devenir une sorte d'alternative, encore une fois, aux GAFAM. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On a plutôt l'habitude de propriétaires de clubs qui sont des États comme le Qatar avec le PSG ou également à Manchester United. Eh ben non, le propriétaire de l'OM, c'est un homme qui a décidé de se battre pour un Internet libre. Il a décidé de mettre 250 millions de dollars là-dessus, donc c'est pas un rigolo. Et moi, je trouve ça très bien. Ça permet de mieux connaître le personnage. Et je pense que les Marseillais qui sont très très fiers de leur club, et ils ont bien raison de l'être. Nous, grand soutien de Trump, hein. Ouais, mais en même temps, je pense que le fait de se lancer. Non, mais pour vous dire de savoir qui est le personnage. Alors, Trump n'a pas fait que de mauvaises choses. J'apporte une information supplémentaire. Et son ex-épouse a été notre ambassadrice, a été l'ambassadrice des États-Unis. Mais c'est Trump qui a réussi ce que personne n'a réussi à faire, l'accord d'Abraham entre Israël et de nombreux pays arabes. Trump a fait des tentatives avec la Corée du Nord. Je n'ai pas critiqué, j'ai apporté une information. Mais vraiment, je trouve que ce personnage, encore une fois, être propriétaire d'un club, surtout quand c'est l'OM ou le PSG, c'est pas n'importe quoi. Et donc, de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il veut faire et sa réflexion, je trouve ça très bien. Et donc, je voulais dire, les Marseillais peuvent être fiers de leur propriétaire. Puis les Français, enfin, du propriétaire de l'OM. Naïma, rapprochez-vous du micro. Et les Français, en général, peuvent être fiers aussi que ce soit un Français qui s'attelle à ça. C'est un Américain. Non, il est américain. Je pensais que c'était un Français. Et d'ailleurs, dans son équipe du Project Liberty, qui veut donc encore une fois démocratiser l'Internet, il y a 50 collaborateurs, il n'y a malheureusement aucun Français. Mais peut-être qu'il devrait en recruter un petit peu. C'est un Américain qui s'attaque au GAFA. Voilà. Peut-être on peut, alors moi je ne connais pas ce projet, mais on peut peut-être préciser qu'il y a une alternative à Google qui est française, qui s'appelle Quant. Non, alors justement, c'est très intéressant. Qui est un moteur de recherche. J'avais de l'espoir. Oui, mais alors justement. Qui est un moteur de recherche qui respecte le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui ne vous trace pas sur Internet, que je vous conseille, qui s'appelle QUANT, qui est parfaitement gratuit, qui est parfaitement français, qui est complètement open source et qui existe déjà et que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas. Qui est soutenu à bout de bras par l'État français, par Emmanuel Macron plus particulièrement, ça fait partie de la souveraineté numérique. Et que les citoyens ont du mal auxquels les citoyens ont du mal à adhérer. Moi, j'aimerais que Quant soit une belle réussite française. Il suffit de l'utiliser. Franchement, il y a des... Voilà, c'est encore une fois, on va au secours, on appelle au secours l'État parce qu'on a du mal à percer. Alors, on peut pas là, c'est une initiative peut-être plus oui, mais c'est bien libérale, que l'État français s'engage sur la souveraineté numérique. En tous les cas, espérons qu'il y ait plus de Quant à l'avenir qui marchent vraiment et auxquels les Français adhèrent. Et on pourrait s'intéresser aussi au président du PSG, qui lui dépend du Qatar. C'est pour ça que je voulais aussi saluer... Enfin, il est qatari d'ailleurs. Complètement. Enfin, le propriétaire, c'est même une filiale de l'État du Qatar. Et c'est pour ça que je voulais aussi saluer le fait qu'à Marseille, ce soit un chef d'entreprise qui a une vision apparemment très, très libre de notre avenir. C'est très bien. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Naïma M. Fadel, essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Et vous avez publié, et tout ça devrait faire d'excellents Français, avec Olivier Roy. C'est paru aux éditions du Seuil. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Les éboueurs à Marseille qui ne travaillent pas suffisamment, ils sont en grève et les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs. Pénurie de main d'œuvre en France, on voit qu'il y a un grand nombre de postes à pourvoir et en même temps un chômage qui ne cesse d'augmenter, ou en tout cas qui est à un niveau assez élevé. Et puis la France qui a décidé de durcir le ton en matière d'immigration. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Nicolas Corato. Oui, moi j'ai un coup de gueule, mais c'est un coup de tristesse renouvelé par rapport à l'incident, enfin même pas l'incident, je ne sais pas comment on qualifie ça, l'agression républicaine qu'a subi le président de la République à Lyon hier. Je trouve qu'on banalise de plus en plus ces gestes d'agression. Moi, je ne suis pas un macronien, mais je suis un républicain, et donc toute attaque vis-à-vis du président de la République, tout coup de force, quel qu'il soit, même lorsqu'il prend la forme d'un œuf,
me choque énormément. Ce qui me choque, c'est que ça choque de moins en moins de personnes. Et quand on remplace le débat public et politique par la force, ça a un nom, ça s'appelle le fascisme. Et moi, je suis très inquiet de la multiplication de ces actes de violence vis-à-vis des institutions républicaines, que ce soit les permanences des députés, les personnes des parlementaires ou la personne du président de la République. Bon, ça pose une question technique à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que son service de sécurité est à la hauteur des événements et du danger qui manifestement pèse sur ses épaules. Ça, les spécialistes nous répondront. Mais politiquement, ça pose une vraie question sur la manière dont aujourd'hui une partie de la population a décidé d'en découdre, y compris physiquement, avec ceux qu'on a élus comme nos représentants, qu'on le souhaite ou pas. Je veux dire, c'est pas le problème. Moi, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais c'est mon président de la République et il ne me viendrait pas à l'esprit de m'exprimer par la force pour dire mon mécontentement ou mon opposition. Je trouve que c'est très dangereux et je pense qu'on a tous un devoir de responsabilité par rapport à ça, de ne pas banaliser ces actes, de ne pas en faire des actes isolés. Des actes isolés, de ne pas en faire des sujets d'humour, parce que moi, je rigole plus. Je pense qu'on rigole plus quand on s'attaque à ce qui personnalise notre République. Alors, d'autres présidents ont été victimes aussi du même type d'agression. C'était tout autant scandaleux. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est la répétition. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y en a plus? Il y en a plus parce que c'est la banalisation et c'est aussi le fait que d'une certaine manière, certains peut-être vous expliqueront que c'est normal parce qu'il l'a mérité, parce qu'il l'a cherché, parce qu'il ne fait pas acte d'autorité, qu'il fait 3 actes d'autorité. Je pense que tous ces discours sont nauséabonds. La force ne doit pas s'inclure dans le champ politique. Et Éric Zemmour aussi agressé hier, menacé de mort. Oui, Éric Zemmour tout à fait. Tout autant condamnable. La différence ontologique, c'est qu'Éric Zemmour n'est pas un élu de la République. Emmanuel Macron est le président de la République. Et s'attaquer à Emmanuel Macron, c'est pas simplement s'attaquer à la personnalité ou aux idées d'Emmanuel Macron, c'est s'attaquer à la République et à ce qu'il représente. Il a été giflé aussi, mais on se souvient de François Hollande qui avait été enfariné peut-être. Non, moi ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a eu une enquête en 2019 qui a été faite auprès des élus, des maires, des adjoints aux maires, etc. Et 95% des élus disaient qu'ils avaient été déjà agressés verbalement et 12% physiquement. Bien sûr. Donc effectivement, il y a un état aussi on voit bien que les élus avaient quand même une certaine prestance, j'allais dire une certaine aura, et on ne s'attaquait pas aux élus. En tout cas, il y avait un respect, et là, aujourd'hui, il y a quand même une défiance et qui va aller jusqu'à, on ose, on peut s'attaquer verbalement en agressant aujourd'hui. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, pour moi, le président de la République, je suis très sensible à ça, c'est notre président, et passer le temps, effectivement, de ces élections, etc., il est le président de tous les Français, et on ne peut pas s'attaquer à lui, et c'est vrai qu'on entend dire, il avait qu'à part, par rapport au fait qu'il aurait soi-disant désacraliser la fonction. Moi, je pense que il faut condamner. Il faut condamner. Je crois que l'agresseur a été mis en garde à vue. Ce qui est la moindre des choses. Ce qui est la moindre des choses. Mais le problème, c'est que quelle va être l'exemplarité de la peine? C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il faut une peine dissuasive? Surtout, un des anciens agresseurs était invité hier sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il ne faut pas aussi des peines vraiment exemplaires, avec comparution immédiate, une mais ce qui a été le cas pour le gifleur. Oui, peut-être que l'État de droit. Et alors le deuxième point, c'est que le risque, c'est que de plus en plus, les femmes et les hommes politiques aillent moins dans l'arène, aillent moins au contact des Français. Je me souviens en février dernier, le président de la République, au Salon de l'Agriculture, a passé 13 heures sur place, à côtoyer des milliers d'agriculteurs et de personnes présentes. Il a battu tous les records en termes de durée de présence sur le Salon de l'Agriculture. Février prochain, on sera à 1 mois et demi, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il va refaire la même chose? Est-ce qu'il aura l'envie, le courage? Est-ce que son service de sécurité ne va pas lui dire « Attendez, s'il y a trop de danger ?» Pareil pour Éric Zemmour. J'espère que la seconde où il se déclarera candidat, s'il décide d'être candidat, l'État lui mettra à disposition tous les moyens nécessaires. Il lui en faudra peut-être plus. Je crois qu'il en a 4. Oui, mais à partir du moment où vous êtes candidat, Emmanuel Macron, il n'en a plus que 4. Je veux dire par là qu'à partir du moment où vous
vous êtes candidat aux États-Unis. Enfin, vous n'allez pas faire une gradation de garde du corps en fonction mais aux États-Unis, quand il y a vos propos. Non, aux États-Unis, au moment. Il prend une milice privée dans ce cas-là. Enfin, il prend des gardes du corps privés. Non, mais aux États-Unis, par exemple, lorsque quelqu'un se porte candidat à la présidence des États-Unis, c'est les services de l'État qui lui assurent une très importante. Mais peut-être qu'il lui en faudra plus. Mais plus. Vu l'enjeu de. Moi, je trouve ça plus que Marine Le Pen. En fait, je trouve ça extrêmement effrayant. Xavier Bertrand, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est la question aussi de la liberté de parole, quoi, de la liberté d'expression dans un pays comme la France qui s'est battu pour cette. Non, mais vous voyez, c'est extrêmement inquiétant parce que là, on parle des gardes du corps, mais moi, je le vois, même. On est tous, quand on prend la parole dans un média ou n'importe quoi. Bon, on peut aussi, à un moment, quand ça ne plaît pas, recevoir des menaces. Et on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui. Bon, ça ne va pas jusqu'à avoir besoin de garde du corps, mais c'est vraiment cette question, effectivement, de la peine exemplaire, je suis d'accord avec vous, qui soit vraiment dissuasive. Et aujourd'hui, le jeune homme là qui a giflé le président de la République, qu'il soit invité dans un média, mais c'est scandaleux. C'est pas une question de justice, c'est une question de responsabilité de Cyril Hanouna. Là, pour le coup, non, je passais effectivement. Là, pour le coup, c'est la responsabilité d'un média et c'est gravissime qu'on puisse l'inviter. Parce que du coup, ça donne envie à d'autres aussi. Parce que justement, ça les expose. On passe à la télé. Jean-Luc Benamias, sur cette agression. Je trouve ça, évidemment, comme tout le monde, déplorable. Je ne suis pas certain une seule seconde qu'il y ait plus d'agression par rapport aux hommes et aux femmes politiques aujourd'hui qu'hier. Mais pas du tout une seule seconde. Je pense que ce phénomène-là. Il y a eu des enquêtes. Je pense que ce phénomène, et permettez-moi de terminer. Je pense que ce phénomène-là existe depuis des dizaines d'années. C'est beaucoup plus important. Qu'il existe par rapport à un monde en difficulté. C'est pas la première fois dans notre République qu'il y a des difficultés. Oui, pas aussi. Globalement, quand vous regardez notamment les manifestations paysannes, assez souvent, elles ne sont pas spécialement non violentes, notamment devant les préfectures. Et je dis ça à intervalles réguliers. Je leur reproche pas, mais c'est une réalité. Je suis un peu homme politique, même si je ne me présente plus aux élections. Je circule sans aucun service d'ordre depuis le début de ma carrière, entre guillemets, politique. Je suis agressé, agressé verbalement, une ou deux fois par an, pas plus. Réellement, n'en surrajoutons pas par rapport à ça. Nous sommes dans une société qui, malheureusement, est une société relativement violente, si ce n'est très violente. Mais après, ça veut dire quoi, une peine? Hier, c'est ridicule ce qui a été fait et c'est absolument attaquable, évidemment, de manière juridique, c'est de se lancer d'œuf. Mais n'en rajoutons pas trop quand même par rapport à tout cela. Attention, quoi. La société est ce qu'elle est. Monsieur le Président de la République, et c'est normal, est entouré par au moins 25 policiers et c'est, je le répète, tout à fait normal. Voilà. Ne surrajoutons pas par rapport à ça parce que ce serait comme s'il y avait une différence entre les élus politiques et le reste des personnes qui sont sur la voie publique, qui travaillent sur la voie publique et qui se font eux aussi de temps en temps agresser. C'est quand même, les élus sont investis aussi de missions au service de la République. Mais ça, c'est quelque chose. Forcément, c'est comme le président de la République. On ne traite pas forcément la même chose. Et vous voyez, quand vous dites ça, excusez-moi, mais j'ai l'impression d'entendre un peu le discours depuis une trentaine d'années sur les incivilités, les dégradations, les délinquances, notamment dans les quartiers populaires, où on est excusé en disant ne rajoutons pas, c'est pas grave, essayons de mettre des actions sociales, des actions de loisirs. On a acheté la paix sociale et aujourd'hui, regardez la situation de difficultés que vivent au quotidien les habitants. Donc voilà, moi je pense qu'il faut accorder de l'importance quand même à ces choses-là et on peut voir. Mais j'y accorde de l'importance. Mais regardez, je ne veux pas différencier toutes ces dégradations aussi dans les permanences des élus. Vous faites pas de différence entre le politique et le reste de la société qui subit lui aussi, qui subissent aussi les agressions. Non, je ne fais pas de différence. Il y a quand même une différence, non, à s'attaquer au président de la République. Non, mais d'accord, bien sûr. Du moment où vous avez une fonction de représentation, où vous avez une responsabilité de tenir des propos sur l'avenir, donc de s'exposer, vous ne pouvez pas accepter comme ça et vous dire... Non, mais on parle de la violence physique. Non, mais Jean-Luc, ce que vous dites est inexact. Il y a de plus en plus de violence physique
sur les personnes physiques, par exemple des élus de la République. Il y en a beaucoup plus qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Des personnes. C'est factuel, c'est même pas discutable. Pas plus que de médecins, d'infirmiers agressés dans les... Oui, mais il y en a plus, il y en a plus. Mais vous voyez, il n'y avait pas de médecins menacés de mort auparavant. Les pompiers, quand ils interviennent, effectivement... Enfin, ça existe depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, mais beaucoup ont été... Allez, on va marquer une pause et puis on va revenir avec votre coup de gueule, Naïma, dans un petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous débattons, nous commentons l'actualité. Parfois, notre tour de table nous emmène sur d'autres débats. On prend plus de temps, mais c'est sympathique, un peu comme dans un dîner ou un déjeuner où on parle d'autres choses. Naïma, vous aviez un coup de gueule qui est d'actualité. Ouais, j'ai un coup de gueule concernant les consommateurs de crack qui ont été encore une fois déplacés, donc Stalingrad, Jardin des Halles, à Porte de la Villette, avec tout ce que ça impacte pour les riverains, pour la détresse de ses habitants. C'est quand même insupportable tout ce que subissent ces pauvres habitants qui n'ont rien demandé. Et on voit bien que Porte de la Villette, effectivement, on rajoute de la misère à de la misère, avec des agressions multiples, notamment les femmes qui peuvent plus se déplacer, avec ce mur de la honte aussi. À cela, il faut rajouter, quand même, c'est près d'une centaine de toxicomanes. Et puis à ça, il faut rajouter toute l'exploitation autour des mineurs non accompagnés, qui est vraiment un drame humain terrible, parce qu'il y a la prostitution, mais ils sont aussi dans le deal. Avec tous ces trafiquants qui gravitent aussi autour et qui ramènent de l'insécurité, c'est insupportable parce qu'il y a effectivement le problème sanitaire, le problème sécuritaire qui est très important parce que c'est invivable pour les habitants. C'est aussi ces personnes qui déambulent, qui n'ont pas d'hébergement, qui sont là à vivre sans rien pour les protéger. Mais quelle est la solution? Mais en fait, j'en ai parlé hier avec des policiers. C'est quoi? C'est de les désintoxiquer de force? Moi, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il faut que certains arrêtent de... Je suis désolée de le dire comme ça, mais Hidalgo, il faut qu'elle arrête de faire la princesse. Il faut qu'à un moment, elle se mette d'accord avec la région, la présidente de la région Île-de-France et l'État, le préfet. Mais c'est le préfet, là, pour le coup, qui est responsable. En fait, le problème, c'est les idéologies. Oui. Vous avez ceux qui prônent, comme Valérie Pécresse, effectivement, qu'il y ait une prise en charge, parce que c'est une prise en charge globale. Il faut soigner ces gens. On ne peut pas leur filer juste le matériel pour se shooter et les laisser comme ça. Surtout qu'ils sortent dans la rue et qu'ils se shootent à la vue des... Mais ce sont deux choses séparées. Le crack et le shoot, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire les salles de shoot. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une prise en charge globale, trouver rapidement. Je suis certaine qu'on peut trouver rapidement, si tout le monde se met autour de la table, le lieu adéquat pour accueillir et soigner ces personnes. On ne peut pas rester dans des situations comme celle-ci, où vraiment on a l'impression excusez-moi, mais d'être dans un pays du tiers-monde. Et même dans un pays du tiers-monde, je crois que l'image n'est pas aussi misérabiliste. Mais il y a une difficulté, encore une fois, je pense que le crack et l'héroïne sont deux choses différentes, les salles de shoot aussi. Il y a le crack, il y a les salles de shoot, effectivement. Mais sur le crack, après, la plupart sont des SDF, vous en faites quoi? Et puis les désintoxiquer de force, c'est compliqué. Oui, mais c'est peut-être la solution, parce que effectivement, dans notre pays, c'est le bien vouloir. C'est comme les personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont dans la rue, il faut qu'elles veuillent bien qu'on les héberge. Mais à un moment, peut-être qu'il faut revoir les choses différemment, en se disant qu'il y a peut-être aussi non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement cela. Ces gens-là sont dans des situations de dépendance au crack qui coûtent rien du tout, avec tous ces trafiquants qui sont là. Il faut savoir que, je vais revenir sur les salles de shoot justement, à proximité de ces salles de shoot, on a mis en place quand même un périmètre où la police ne peut pas intervenir. Et ben c'est autant d'espace pour que les trafiquants viennent. Alors je sais, c'est dire cela effectivement, mais on va pas en fait continuer à dire il n'y a pas de solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que trouver un centre, pouvoir accueillir dans un centre en se mettant vraiment dans une idée de bonne volonté, je suis certaine qu'on peut. Donc moi c'est simple, j'ai une posture de citoyenne lambda où je me dis, je pense à ces riverains et je me dis que peut-être s'asseoir autour de la table et trouver une solution. Non, Michel, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Je pense qu'effectivement le crack, c'est pas de l'héroïne, mais les personnes qui se shootent au crack, ce sont des personnes qui
quasiment en fin de parcours. L'espérance de vie, paraît-il, est très très faible. Et en plus, il y a des possibilités légales. L'internement d'office de ces personnes, il y a des infirmeries qui sont sous-équipées. L'Hôtel-Dieu, on est en train de le transformer d'un hôpital en projet. En difficulté. Oui, aujourd'hui, il y a les assises de la psychiatrie, alors qu'elle est complètement en lambeaux. Mais on paye très très cher, et politiquement, ça va se ressentir dans les mois qui viennent, le fait que pendant des années, et comme vous le disiez, ni Valérie Pécresse, ni Anne Hidalgo, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Santé, ni les maires de Pantin et d'Aubervilliers n'ont été foutus de se mettre autour d'une table pour prendre à bras le corps ensemble le problème. A tendu la main, pour être honnête. Parce oui, mais bien sûr, mais quand même, ils n'ont pas réussi à s'entendre pour trouver des solutions. Oui, j'ai un avis par rapport à cela. Si les choses étaient simples, ça se saurait par rapport à la gestion de choses aussi difficiles que cela. Il y a de nombreuses fédérations de soignants sur l'addiction. Il y a de grosses associations qui réunissent des soignants qui s'appellent l'Association pour la réduction des risques, qui demandent des moyens par rapport à ça. Ça demande énormément de moyens. Je suis d'accord, penser aux riverains, c'est absolument essentiel. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que un certain accord a eu lieu, je ne dis pas que c'est bien ce qui a été fait, entre la préfecture, la mairie et la région par rapport à ce qui a été fait ces derniers jours. C'est-à-dire que pour une fois, il y a eu une action. Alors évidemment, ce mur est lamentable, c'est ridicule. Mais derrière tout ça, il faut qu'il y ait des soignants sérieusement aidés. Ça ne réglera pas tout. Ça réglera une grande partie parce que effectivement le crack, c'est pas l'héroïne, mais c'est quand même très proche de l'héroïne. C'est-à-dire que on n'est plus la même personne dès qu'on a pris de l'héroïne que dès qu'on a pris des cracks. Vous avez vu les images comme moi à la télévision, c'est atroce. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont qui divaguent totalement. Donc les solutions ne sont pas simples, je le répète, mais il en existe. Dans ces cas-là, il faut prendre à bras le corps les situations, parce que si on met ça n'importe où, et moi je l'ai déjà dit depuis de nombreuses années, ces lieux où on reçoit les toxicomanes doivent être des lieux qui ne sont pas des lieux en pleine place publique, doivent être des lieux près des espaces de soins. Alors évidemment, les espaces de soins ne demandent pas ça. En Scandinavie, c'est souvent dans les hôpitaux, en fait. Effectivement, tu as raison. En tous les cas, à côté des hôpitaux. Il y a un immeuble à côté d'un hôpital, dans un hôpital. Donc je finis. C'est malheureusement une situation que nous vivons. On n'est pas les seuls à le vivre. C'est une situation, et je le répète, inacceptable, insupportable pour les riverains. Insupportable. Et moi, je voudrais quand même compléter sur un point qui est important. Il y avait une enquête dans Le Monde il y a 10 jours, très intéressante, qui montrait aussi qu'à Crackland, entre le jardin des Halles, Aubervilliers et le parc de la Villette, il y avait une petite mafia de migrants sénégalais qui pilotait aussi un petit peu tout ça. Et hier, il y a des chaînes de télévision qui sont allées sur place, porte de la Villette, et on voyait effectivement, c'était, je pense, des Sénégalais qui défiaient les journalistes devant un camion de police. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi derrière, c'est pas que des individus isolés. Non, il y a aussi toute une organisation et un trafic. Et il paraît que ce fameux Crackland est connu maintenant dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ça attire des migrants qui vont là-bas. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un combiné là, une sorte de cocktail de tous les problèmes que vivent la société et que nos politiques n'ont pas pris à bras le corps. Allez, il faut s'arrêter. On se retrouve dans un tout petit instant. On continue, on va parler d'immigration. La France qui durcit les conditions d'obtention des visas à l'égard des ressortissants marocains, algériens et tunisiens. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons les débats, même pendant la pub. On n'arrête pas de parler. On va parler donc de cette information selon laquelle la France allait durcir les conditions d'attribution des visas pour les pays du nord du Maghreb. Je voudrais moi faire un coup de gueule sur ce qu'on a appris également ce matin, l'abandon du vaccin ARN par Sanofi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été foutu, pardon de parler comme ça, de faire un vaccin français. Donc il y a un deuxième vaccin qui est plus traditionnel, qui continue à être développé, mais Sanofi annonce qu'ils ne seront pas prêts, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des évolutions qui vont avoir lieu et qu'ils n'arriveront pas. Peut-être Sanofi qui était en partenariat avec l'Institut Pasteur également. Ouais. Franchement, moi je trouve ça extrêmement dramatique. C'est la preuve de ce que la France a rétrogradé en deuxième division. Vous avez 5 ou 6 pays dans le monde qui ont leur vaccin. Il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a Cuba. Cuba a un vaccin. Vous vous rendez compte ? Cuba a un vaccin et on n'est pas capable en France
avoir un vaccin. Je trouve ça absolument dramatique. Et si nous avions eu un vaccin, ça nous aurait permis de vacciner nos concitoyens beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que là, nous étions, faut quand même pas oublier qu'on a été dépendants d'achats qui ont dû être faits aux Américains et aux Anglais, surtout aux Américains. Et donc, on a été, encore une fois, plus tardivement servi. Et donc, ça a aussi occasionné, je suis désolé de le dire, c'est une des causes majeures du nombre de décès qu'on a en France, c'est que les pays qui avaient leur propre vaccin pouvaient plus rapidement vacciner leurs concitoyens. Alors, depuis, on a peut-être rattrapé en partie notre retard, mais c'est quand même, je trouve que c'est la preuve, vraiment, s'il y en a une qui signe la rétrogradation de notre pays en deuxième catégorie des pays leaders dans le monde, c'est le fait que la France n'a pas son vaccin. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est pas technique, c'est pas que ce que je dis est un peu faux. C'est pas qu'ils n'ont pas été foutus de le faire, ils y sont arrivés. Pardon pour le mot un peu vulgaire, mais c'est qu'ils arrivent trop tard. Il y a déjà d'autres vaccins qui sont là, et donc pour eux, c'est pas besoin de créer de nouveaux vaccins en plus. C'est la raison qu'a donné Sanofi. Je pense qu'il faut. Je comprends qu'on aime beaucoup se fustiger. Je partage, Michel, ce que vous venez de dire. Après, il faut regarder un peu l'avenir. J'espère, moi, que la France, qui a été déclassée sur le niveau des vaccins, sera l'un des premiers pays au niveau des traitements. Parce que la sortie de l'épidémie, ça ne se fera pas sans traitement. La vaccination ne suffira pas, et tout le monde le dit, tout le monde est d'accord. Et sur la recherche sur les traitements, j'ai compris qu'un certain nombre de sociétés françaises étaient en pole position. Donc j'espère que on fera mentir Michel dans les mois prochains sur le déclinisme ambiant, en permettant à la France, effectivement, d'être leader en matière de traitement, parce que c'est ça qui nous permettra réellement de sortir de l'épidémie. Oui, bon, c'est bon, on va passer. Non, Jean-Luc, vous êtes dubitatif. Me semble-t-il, nous sommes dans un marché international. Sanofi ayant été en retard, le marché est déjà pris. C'est ça. C'est clair et net et c'est précis. Oui, c'est ça. Donc ils disent qu'ils travaillent toujours sur l'ARN messager, mais pour d'autres maladies. Parlons donc de ce durcissement de ton. Paris qui a décidé de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, parce qu'ils refusent de délivrer des laissez-passer consulaires qui permettrait de faire rentrer, de renvoyer des immigrés refoulés de France. Donc ça veut dire qu'on a en France aujourd'hui 7731 obligations de quitter le territoire français. Et l'année dernière, il n'y a que 22 personnes qui sont reparties dans leur pays, soit à peine 0,2%. Donc cette décision arrive certes dans un bras de fer que la France a avec ces trois pays, mais elle arrive aussi à un moment assez opportun politiquement. Non, clairement. Najma Fadel, Oui, c'est clair. Alors je ne pense pas que c'est un bras de fer, parce que plusieurs fois Darmanin a été dans ces pays. Justement pour parler de cette problématique liée au laissez-passer consulaires et aussi des mineurs non accompagnés. Donc je pense que c'est les conséquences aussi de cet aller-retour dans ces pays-là et des pourparlers qui ont été mis en place. Parce que j'aurais du mal à croire que c'est parce qu'ils ont menacé et que ces pays-là ont obéi parce qu'ils ont eu peur des menaces. Je pense qu'il y a une volonté, et notamment pour des pays comme le Maroc, de vraiment régler ce problème, et notamment celui des mineurs non accompagnés, qui est une vraie problématique. Michel Taube. Donc Macron, lui aussi, veut faire du Zemmour. Alors c'est ça, parce que en fait, c'est ça, c'est ce qui arrive. Franchement, mais on n'est pas dupe. Qui n'est dupe? Ça fait 4 ans que le chef de l'État aurait dû s'occuper de ce genre de problème. Je vais vous donner un autre argument. Un pays comme la France accorde des centaines de millions d'euros, ça se chiffre plutôt en milliards, d'aide publique aux pays africains. Ça s'appelle l'AFD, l'Agence française de développement. Pourquoi est-ce que la France n'est pas capable de dire à des pays dont on veut renvoyer dans leur pays des personnes qui n'ont pas respecté la loi en France, qui ont été condamnées, à qui on a refusé un titre de séjour, pourquoi elle n'est pas capable dans le cadre de l'amitié avec ces pays, mais d'avoir quand même un bras de fer, en disant vous les reprenez, sinon on vous supprime vos subventions.
Voilà, non, mais c'est vrai, alors que l'Allemagne réussit, par exemple. C'est pas vrai, Valérie, parce que dans une relation d'État à un État, on a des amitiés, mais on a surtout des intérêts, et ça se comprend, Donc je pense qu'effectivement, la France n'a pas fait ce qu'il faut pour faire expulser ceux de ces étrangers. Ils sont pas nombreux, mais enfin quand même, 7700 obligations, c'est quand même beaucoup. Et il y en a combien que 25 ou 70 qui ont été expulsés? Mais enfin, c'est de la rigolade, quoi. Et c'est pour cela que hier, une Marine Le Pen et aujourd'hui un Éric Zemmour montent dans les sondages. Mais y a parce pas que les Français en ont marre de ce double discours. Alors, on a une auditrice, je vous donne la parole après Nicolas Corato. Marianne, vous nous appelez depuis l'Essonne. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je pense exactement comme l'interlocuteur qui vient de parler là. C'est un effet d'annonce. Emmanuel Macron marche sur les plates-bandes de Marine Le Pen, alors qu'il est prêt à tout pour l'évincer. Donc ça sent vraiment la campagne électorale à plein nez, en parlant vulgairement. Hein. Ouais. Les Français ne sont pas dupes, enfin j'espère, parce que sinon on est reparti encore pour un quinquennat où rien ne sera tenu, comme d'hab. C'est-à-dire que là, vous y voyez une mesure politique, de com politique avant tout. Ah oui, c'est insupportable de prendre les Français pour des imbéciles comme ça. Ouais. Parce que malheureusement, il y en a qui vont tomber dans le panneau. Et c'est ça le danger. Ouais. Pour soi-disant évincer Marine Le Pen, qui dit depuis des années que c'est ça qu'il faut faire. Et même qu'il a dit pendant le quinquennat. Donc faire du plagiat comme ça, en pensant que les Français ne vont pas réfléchir, enfin que certains ne vont pas réfléchir, c'est vraiment une arrogance et d'un mépris innommable. Merci d'être intervenue Marianne, et les chiffres exacts, c'est moins 50% de visas pour le Maroc et l'Algérie et moins 30% pour la Tunisie. Nicolas Corato. Oui, c'est intéressant parce que on a l'impression que le gouvernement découvre la diplomatie des visas, mais ça fait des décennies que France pratique la diplomatie des visas, notamment avec ces pays. Certains mêmes experts en géopolitique vous expliqueront de manière un peu raccourcie, mais peut-être réelle, que depuis des années, on achète du gaz à l'Algérie en contrepartie de visas pour leur population. Donc, on est dans un rapport de force géopolitique entre puissances qui défendent leurs intérêts. J'ajoute qu'un visa, c'est pas un permis de venir s'installer en France. Hein. Non, là, mais il y en a qui ne repartent pas. Et là, les 7 000, 8 000 dont on parle sont des gens qui ont commis des infractions ou qui sont en situation irrégulière. Ce dont on parle là, c'est de restrictions de circulation qui vont s'appliquer, par exemple, à la famille de Français qui sont de nationalité française en France et qui ne pourront pas venir voir leurs enfants, leurs petits-enfants. On parle de ça. C'est très injuste. On parle de réalité quotidienne. Voilà. La deuxième chose... C'est pour ça qu'il aurait mieux valu dire on supprime certaines subventions ou certains budgets plutôt que de... Cette diplomatie des visas, elle est assez inhumaine et catastrophique. Elle est inhumaine et assez machiavélique. Parce qu'on voit effectivement immigration visa, ce qui n'est pas forcément... Normalement, c'est pas lié. Après, vous avez raison, il y a des gens qui viennent avec un visa en France et qui n'en repartent pas. Ça, c'est une réalité qui existe, mais qui n'est pas... Enfin, c'est pas... L'immigration clandestine, elle vient pas majoritairement des détenteurs de visas. C'est pas ça aujourd'hui, l'immigration clandestine en France. Donc là, on touche à des gens qui plutôt sont des gens qui jouent les règles du jeu, qui vont faire la queue devant l'ambassade d'Algérie pour obtenir un visa pour aller voir et qui sont tracés, leur famille, etc. Donc il y a ce premier point. Le deuxième, moi, qui me marque énormément, c'est cette volonté du gouvernement d'appuyer sur des sujets qui sont repris et mieux repris, malheureusement, par d'autres qu'eux. Moi, je note une chose quand même, c'est qu'il y a un pays à côté de nous qui s'appelle l'Allemagne, qui, en matière d'immigration, accueille et fait venir beaucoup plus de gens que nous. Je ne sais pas s'ils les intègrent ou s'ils les assimilent, j'en sais rien. Je remarque qu'ils viennent de sortir d'une campagne électorale où le mot immigration n'a pratiquement jamais été prononcé. Je remarque que ce pays assume de dire publiquement qu'il faut faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour faire face à la croissance qui sera demain. Il va falloir que dans ce pays, on arrive à débattre tranquillement de ces sujets. Juste pour dire un point, on a 6% de croissance. Tout le monde sait que nous ne pourrons pas faire face à cette croissance et à la demande de main-d'œuvre sans recourir à l'immigration. Moi, j'aimerais que des hommes politiques et les femmes politiques dans ce pays posent ces sujets sur la table. Et j'aimerais d'ailleurs que le patron du MEDEF, qui s'est déjà prononcé sur le sujet, vienne expliquer ce qu'il en est et quelle est la demande exactement de main-d'œuvre étrangère que produira le patronat français dans les années à venir. Voilà un sujet qu'on devrait traiter de manière la plus objective. Attendez, je voudrais qu'on n'a pas entendu Jean-Luc Benamias sur le sujet.
Là-dessus, il y a une réponse de l'Union européenne dans des très majoritaires au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne sur le besoin de centaines de milliers de migrants pour venir travailler en Europe. C'est régulièrement défini. Voilà, ça ne change pas tout, d'accord. OK. Après, sur les expulsions, et il ne s'agit pas... Les visas, c'est bizarre d'ailleurs de s'attaquer aux visas par rapport à cela. Bon, enfin, c'est une façon de faire. Mais sur les expulsions, je vous rappelle que pour expulser un délinquant, il faut 4 policiers à plein temps. 4 policiers à plein temps qui accompagnent cette personne. Avec et à ce niveau-là, avec des recours d'association, etc., etc. Exactement. Et c'est ça qui fait la grande complexité. En dehors du fait qu'effectivement, les pays du Maghreb ou les pays africains n'ont pas tellement envie de revoir arriver ces personnes-là chez eux. Bah oui. Bah, ils n'ont pas envie, sauf que, pourquoi est-ce que la France devrait les garder? Par rapport à ce que disait Nicolas Corato, un auditeur nous dit qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Hein. Ouais. Quand vous dites on va avoir besoin de main-d'œuvre. Moi, j'aimerais sur l'Allemagne. Moi, je voudrais. Oui, sur l'Allemagne. Alors, moi, sur l'Allemagne, justement, c'est l'Allemagne qui déboute le plus du droit d'asile. Et ceux qui sont déboutés, ils viennent en France. Et en France, je cite Didier Lesky, le directeur de l'OFI, c'est open bar parce qu'ils ont beaucoup, 90% ont des chances d'être régularisés, enfin d'être acceptés. Donc là, on voit bien que l'Allemagne, elle est beaucoup plus forte en termes de politique, c'est-à-dire d'accueil effectivement et de mettre au travail, parce qu'en fait, quand ils arrivent, ils sont mis au travail, donc dans un sens d'intégration. Et en même temps, ceux qui sont déboutés, ils repartent parce qu'ils n'ont pas le choix et ils viennent en France. Donc on a un problème aussi en France où on accueille tous les déboutés. Donc c'est aussi la question de la politique européenne. Jean-Luc, vous n'aviez pas terminé. Je doute que mon ami Didier Lesky ait dit ce que vous avez dit. Ah bah écoutez monsieur, c'est open bar. Attendez, je vais vous le citer, j'ai fait un résumé. Il n'a pas dit open bar, c'est moi qui ai résumé. Oui, voilà, c'est mieux, vous avez raison monsieur. C'est pas lui qui a dit ça. Sinon il peut démissionner, parce que c'est un peu sa responsabilité d'ailleurs. Bah oui. En tout cas, on est en train de vivre en France que les Allemands ont vécu il y a 5 ans. C'est-à-dire il y a 5 ans, Angela Merkel a ouvert les frontières de l'Europe à des réfugiés syriens et irakiens. 2 ans après, aux élections législatives allemandes, il y a eu 89 élus d'extrême droite qui sont arrivés. Ils sont passés de 0 à 89. Et 5 ans après, il n'y en a pratiquement plus, Michel. Non, pratiquement plus. Ça a baissé pour d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, on est en train de vivre en France avec la montée de l'extrême droite, avec le phénomène Éric Zemmour, ce qu'ont connu les Allemands il y a 5 ans. Donc simplement, il faut bien se dire une chose, c'est que à ne pas avoir réglé toutes ces questions, on parlait du crack tout à l'heure, on parle maintenant de la question de ces étrangers qu'on voudrait expulser mais qu'on n'a pas expulsés ou dont on ne sait pas donner les moyens de le faire, eh ben, on va le payer très cher politiquement. Voilà, c'est tout. Jean-Luc ? Non, j'insiste pas sur le sujet. Il faudrait une émission complète, tu le sais, Valérie. Je veux dire, sur le... Parce que là, il y a un mélange, parce que les visas, tout d'un coup, c'est totalement décalé pour cette réponse. Elle est décalée. Oui. Allez, on aura un appel. On aura Samy en ligne avec nous. 0826 300 300. Évidemment, vous avez la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ensemble avec Michel Taube, Jean-Luc Benamias, Naïma Mfadel et Nicolas Corato. On a Samy en ligne avec nous qui nous appelle Dimitri Mori et qui souhaitait réagir à notre débat sur le durcissement des visas accordés à 3 pays du Maghreb. Bonjour Samy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils arrêtent de donner des visas aux pays du Maghreb parce que ça rapporte rien du tout, rien de positif. D'autant plus qu'il y en a qui viennent sans visa. Il y a beaucoup de gens qui viennent clandestinement. Donc, mais est-ce qu'on punit pas du coup ceux qui veulent respecter la loi ? C'est pas facile, nous on va dans les infos puis sur le terrain. Moi je suis sur Paris dans le 18e, dans le 9-3 pour mes déplacements au travail. Franchement, il faut voir, sur le terrain c'est laborieux. Et voilà, je vais pas faire d'amalgame, mais il faudrait déjà intégrer ceux qui sont ici.
les former, leur trouver du travail, et puis voilà, les visas pour l'instant, pour moi, il faudrait les arrêter, surtout qu'ils viennent, tous les jours, il y a des gens qui viennent du Maroc ou d'Algérie, du Tunisie. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre des gens aussi qui veulent venir voir leur famille, venir voir des proches, du tourisme, et faire l'intérêt de la France. Il y a une espèce de, et c'est vrai qu'on tombe très vite dans ce raisonnement de se dire moins de visas, moins d'immigration, mais c'est pas exactement la même chose. Ceux qui veulent venir, ils viennent illégalement. Excusez-moi, mais ils viennent en visa puis ils restent ici. Non, pas tous. Et en fait, non, mais ce qui est injuste, c'est qu'on ne se donne pas les moyens d'expulser des personnes qui ont commis des crimes et des délits. Ouais. Alors qu'encore une fois, il y a des moyens de pression pour l'obtenir. Si y en a si peu qui sont expulsés, c'est parce qu'on ne veut pas le faire et qu'on ne veut pas s'occuper des problèmes des gens. C'est ça la raison. Plutôt que de sanctionner, comme l'a dit fort justement Nicolas Corato tout à l'heure, de sanctionner des innocents, c'est-à-dire des personnes qui veulent venir en France pour travailler, pour voyager un peu et revenir pour voir leurs enfants. Voilà, il faut maintenir les flux avec ces pays. On a besoin de cette relation. Mais pour revenir, pour sortir un petit peu et prendre un peu de hauteur, on voit bien que cette annonce, elle ne tombe pas par hasard. Aujourd'hui, c'est quand même... c'est électoral. Ouais. Macron va faire du Zemmour, comme tous les autres d'ailleurs. Voilà. Jean-Luc les visas servent aussi à accueillir en France, non pas accueillir d'ailleurs, des invitations à des colloques, des invitations universitaires, des invitations au niveau de la santé, des invitations au niveau culturel, des invitations au niveau sportif. Enfin, c'est là où je le disais que c'est décalé, parce que on va pas arrêter d'inviter des gens du Maghreb, sur tout ce que je viens de dire, c'est impossible. Oui. C'est pas l'arrêt, il reste encore... oui, c'est la complexité, d'accord. Il reste encore de la complexité, mais le vrai scandale, c'est quand même ce chiffre, moi que j'ai découvert ce matin, de 7731 obligations de quitter le territoire français. Il y en a eu 22 qui sont repartis. Donc là, c'est ça le vrai scandale. C'est ça le problème. Les seuls endroits, plutôt que de je vais vous donner les seuls endroits où des migrants sont remis à la frontière. Ça s'appelle Mayotte et ça s'appelle la Guyane. Oui. Mais il y a d'autres pays qui le font aussi. En ce moment, en Espagne, vous avez beaucoup de barques qui arrivent sur les côtes espagnoles. On les arrête, on les isole 15 jours et on les renvoie dans leur pays. Et je ne sais pas comment font effectivement les autres pays qui y arrivent et pourquoi la France n'y arrive pas. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même. Il ne nous reste pas beaucoup de temps sur les éboueurs à Marseille. Vous connaissez certainement bien le problème, cher Jean-Luc, puisque vous y vivez. Oui. Des poubelles qui ont commencé à déborder dans plusieurs quartiers. Oui, ça fait un petit moment et les syndicats ont entamé une nouvelle grève parce qu'il y a un bras de fer sur le temps de travail puisque la mairie voudrait les faire travailler 2 heures de plus par jour pour le même salaire. Est-ce que c'est quoi la situation ? Une mairie de gauche. La situation est toujours aussi inacceptable quand il s'agit de poubelles et de monceaux de poubelles. Enfin, les images sont, que ce soit à Marseille ou ailleurs, atroces. Alors à Marseille, malheureusement, c'est pas la mairie en plus, c'est la métropole, c'est d'une complexité absolue. Il y a à la fois des salariés du public, il y a à la fois des salariés du privé. On est face à une multiplicité syndicale. Moi, vous savez que je suis très défenseur des syndicats. Réunissons tout ce monde public et privé ensemble et décidons une fois pour toutes, car chacun avait compris que le fini parti c'était fini. Eh bien non, le fini parti c'est quand on a fini de travailler, on arrête, même si on a fait 30 heures, 35 heures. Après, ne nions pas qu'à Marseille comme ailleurs, ce métier est un métier extrêmement difficile. Alors, ça n'excuse en rien les grèves à répétition, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure, sur le crack, les poubelles, c'est aussi dégueulasse, c'est clair et net. Voilà. Mais réunissons une fois pour toutes l'ensemble des collectivités qui s'occupent de la gestion des poubelles et l'ensemble des confédérations syndicales. Et ne séparons pas, comme on l'a fait depuis des années à Marseille, entre certains quartiers, c'est dû au privé, certains quartiers, c'est dû au public. Personne n'y comprend plus rien. Ouais. Maintenant, moi, je note tout simplement que la mairie de Marseille est maintenant gouvernée par un socialiste.
qui est allié avec des gens de gauche, et qu'une fois arrivés aux affaires, ils se rendent compte que les grandes lois sur les 35 heures et autres, la réalité, elle est différente. Donc effectivement, je pense que s'ils ont demandé... C'est la métropole. Oui, c'est la métropole. C'est la métropole qui a la gestion. On peut reprocher des choses sur le fait que cette mairie nouvelle, que je soutiens, n'allait pas assez vite, n'est pas compris tout de suite. Mais quand il s'agit de la métropole qui gère ça, et c'est Madame Vassal, c'est pas la même majorité que la mairie, c'est la métropole qui gère. Comment vous voulez? C'est pour ça que j'appelle à ce que l'ensemble des partenaires se réunissent une fois pour toutes, syndicats compris, tous syndicats compris. Car le problème à Marseille, c'est qu'il y a certains syndicats qui sont plus forts que d'autres et qui dirigent tout. Et donc je dis, je ne sais pas si ça réglera tout de suite, parce que sinon ça aurait été simple. Ça fait quand même... Allez, Jean-Claude Godin n'a jamais réussi à régler ça. La nouvelle mairie, pour l'instant, n'a pas réussi non plus. Oui, Nicolas. Non, mais je veux pas mettre un doigt dans la bouillabaisse marseillaise. Je note simplement que il faudra quand même se poser la question un jour ou l'autre dans ce pays du bilan de la décentralisation, notamment en termes d'éloignement du citoyen du niveau de décision. Parce que Jean-Luc nous a fait un exposé brillant qui a duré quand même 5 minutes pour nous expliquer qui était responsable de quoi à Marseille. Mais Jean-Luc est un homme très très intégré et très impliqué. Je me mets à la place, moi, du Marseillais qui voit les poubelles, qui voit les poubelles sur son trottoir. Et à qui on dit que les éboueurs ne travaillent pas. Qui n'arrive pas à savoir qui est responsable de cet état-là. Je pense qu'il y a un vrai problème sur la décentralisation et sur le lien avec le citoyen. Surtout le niveau agglo, effectivement. Non, mais je rejoins complètement Nicolas, ce qui vient d'être dit. Je crois que le citoyen lambda, il n'en a rien à faire, que ce soit à la mairie, soit l'agglomération. Mais c'est effrayant, parce que moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à gérer. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui pose aussi, je veux dire, au quotidien, problème aux citoyens lambda, parce qu'ils ne savent plus comment faire. C'est vraiment une question où ils sont désespérés. Et vraiment. Le citoyen que je suis à Marseille ouvre sa porte juste derrière moi là. J'ouvre ma porte, j'ai les poubelles du quartier juste devant ma porte. Donc autant vous dire que je subis, comme l'ensemble des citoyens lambda, cette histoire-là régulièrement, avec faut le dire, à une certaine heure, c'est entouré de rats. Mais à culpa, effectivement, c'est Martine Vassal qui préside la métropole et qui est donc de droite. Et pour information, pour revenir au début de l'émission, l'homme qui a jeté un œuf sur le président de la République a été hospitalisé en psychiatrie. Donc c'est une information qu'on a obtenue. Voilà. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos sur Sud Radio. À demain.